from Italy, canned wines, and many, many other topics today. We swift now to France. I have Laurent Cutzac with me, next to me. The topic of his speech will be cooperative enotourism in France. After studying rural economics, he joined La Coopération Agricole Occitanie. For 20 years now, employee there. Laurent is in charge of supporting cooperative wineries of the Aude and Pyrénées-Orientales areas in their economic development. He has specialized in recent years in supporting wine tourism projects of cooperative sellers in Occitanie, and he recently participated in the writing of the Cooperative Wine Tourism Guide. So, Laurent, the stage is yours. Hello, everybody. I have to apologize at first for my poor English, and maybe some words in French will become, maybe Spanish too, but we're going to try to make it in English. The wine tourism in France for the cooperative. It's an activity of choice for many persons who visit our country, and it's a very opportunity for our sellers to make market and welcome our customers, professional or particular. In France, for too long time, wine tourism was folkloric, associated with folkloric image. But now, vignerons coopérateurs, wine growers in cooperative, think that we've got special things to make it with wine tourism and specialize this offer of sale of wine, not only in bottle but welcoming the person visiting our country, our regions, and we have to explain our job, our territory, wine, vineyards, vines, all of that. We think that because we've got a big history. Some cooperative sellers have got 100 years of history. We've got specificities, very special. Our mutualist values are perfectly in line with societal expectation. All of that, we thought we have to develop this market of wine tourism. The thing important for us too is that all these meetings provoked by wine tourism permit to you to make market more. We've got, in terms of image too, it was very important for us because maybe some setup cooperative have bad image of our customers. Few numbers. In France, we've got 100 million of tourism, international tourists, and only 10 million of wine tourists. So only 10% come to France to see. I want to see wine and vineyards. So we've got to try to attract this person in our region, in south of France, where I come from. These data are growth since 2009, like 13% of growth. The other data important for us that each wine tourist expends 2,040 euros in wine during a stay. So it's very, very important for us to capture this customer. And I remember too that wine cooperation in France is important for us. More than 500 cooperative sellers, 17 million of hectoliters produced, and 48% of the French wine are produced by cooperative sellers. We have to
another number important, that 500 shops in France are owned by cooperative and welcome more customers. So we think that with this shop, 500 in all around France and the half in south of France, in Occitanie, we have to work this this shop and welcome and diversify our offer by offer to visit the cellar. We can make two educational workshop. We've make a tasting station. All activities. Who was a wine tourist? In order to better understand this expectation of this tourist, we classified in 4 profiles. The Epicureans, we are the more important group. They come mainly to taste and they know much about wine. They seek a pleasant atmosphere and exchange with operators. The classics, 44%. They are less interested on stay in one region, but wine participate in the stay. It's important for us to discover wine, not only, but it's important for us. For them, sorry. Explorers, 20%. For them, the wine is the vine vineyards are determining the reason of the stay. They come here to discover the region and to discover wine. They are particularly, how to say that? I don't know. No way. En français, ils sont très exigeants. Exigeants. Je ne sais pas comment le traduire. Ouais. Je vais continuer en français du coup, ça sera mieux. Ah ouais, ils ont tous français. Ouais, ben c'est vrai, c'est mieux en français. Donc les explorateurs sont des personnes qui viennent pour découvrir le vin. Et c'est vraiment ce qui fait qu'ils choisissent une région et une zone pour vraiment découvrir. A contrario des classiques qui sont là pour visiter une région et s'il y a du vin, c'est une opportunité pour eux, mais pas que. Et les experts, alors là les experts, 16% d'entre eux, souvent ils en connaissent autant que nous professionnels du vin. Ils recherchent vraiment quelque chose de toucher des petites adresses, des choses qui sont assez inconnues. Ils aiment qu'on reconnaisse leur statut de connaisseur et donc il faudra adapter notre offre et notre accueil à ce profil-là. On a pu tirer un portrait robot de l'onotouriste en France. En 2020, c'était essentiellement un homme. 59% des onotouristes étaient des hommes. 61% de Français, donc on a seulement moins de 40% d'étrangers. D'où l'intérêt de travailler aussi notre offre. Et on a un âge moyen de 46 ans qui a tendance à baisser, contrairement à nos clients que nous pouvions avoir en vente directe. Essentiellement des CSP+, des catégories socio-professionnelles supérieures avec plus de 3 000 € mensuels nets. Ils dégustent du vin au moins une fois par semaine. Ce sont donc des consommateurs réguliers à hauteur de 75%. Ils aiment partager leur activité touristique, soit en couple pour 56%, en famille, un quart, ou avec des amis. Ce portrait robot de l'onotouriste en France nous fait penser qu'on doit travailler particulièrement une tranche d'âge, et notamment les millennials, les millénaires, donc les 21-40 ans. Ils sont de plus en plus intéressés par le monde du vin et par la découverte de produits. C'est une population qui forcément est très attentive aux nouveautés et à ce que ça bouge et donc il faudra, on pense que c'est la génération qu'on doit particulièrement travailler.
Ils sont aussi très très présents sur les réseaux sociaux. Donc ça, on pense, enfin, on invite fortement les professionnels à travailler leur offre et d'être présents sur les réseaux sociaux pour pouvoir être identifiés et que les saisonniers touristes qui choisissent leur destination essentiellement par du réseau social, au-delà de sites web ou de professionnels du tourisme, même si on a quelques agences de tourisme qui se spécialisent en la matière pour accueillir donc, des agences réceptives. Mais il nous paraît essentiel de pouvoir travailler cette population-là, qui souvent, eux, par contre, commencent à devenir consommateurs, mais ne sont pas encore des consommateurs réguliers de vin. Donc voilà. Ce qui est important aussi, c'est que cette tranche-là est intéressée par un caractère festif, de découvrir le vin dans un cadre souvent festif, et donc de pouvoir être capable d'animer, de recevoir nos clients dans ces conditions-là. Ils recherchent souvent un tourisme expérientiel, ils veulent vivre des choses et pas que ça soit de manière ascendante. Et donc il faut les associer, donc créer des ateliers vraiment qui puissent soit toucher le vin, soit toucher le métier, découvrir le vignoble, etc. Alors à cheval, on le verra à cheval, à vélo, en segway, en gyropode, mais il faut vraiment penser à des choses un peu différentes, enfin différentes, pas forcément différentes, mais de nos métiers. Penser que voilà, on peut mixer les formes d'accueil, les formes de tourisme, parce qu'ils veulent vivre souvent des choses. Et là, ce qui est vrai pour cette tranche d'âge-là est vrai aussi pour les autres, parce qu'on se rend compte que les gens veulent vivre des expériences. On a travaillé forcément, parce qu'une fois qu'on a reçu ces clients, ces personnes, pour pouvoir en faire de vrais ambassadeurs de nos marques et de nos produits, de nos vins, il faut qu'on puisse les garder et qu'ils deviennent des prescripteurs, puisqu'on se rend bien compte que c'est bien du bouche à oreille qui fait que les gens achètent nos vins, en rachètent et viennent nous visiter. C'est bien un mix entre de la communication bien pensée sur les réseaux sociaux, une communication, on va dire, traditionnelle sur différents supports, mais aussi le bouche à oreille, et notamment ce côté expérientiel qui permet que ça fait, il y a une viralité qui est importante dans le développement de l'onotourisme. Alors, on a identifié différentes stratégies pour pouvoir faire de ces clients des vrais ambassadeurs de nos marques et de nos produits. La première, c'est de travailler un storytelling. Trop peu encore d'entreprises, même si ça se fait maintenant depuis 10-15 ans, mais encore beaucoup d'entreprises n'ont pas développé de storytelling pour pouvoir raconter une histoire, se raconter et être capable que notre client et notre visiteur soient capables de capter des choses et pouvoir forcément le répéter. Ce storytelling, il a aussi vocation à expliquer ce que nous sommes, ce que nous voulons faire et comment on vit sur nos territoires et comment on travaille ces vignes et comment on fait ce vin. Forcément, j'en ai parlé tout à l'heure, le tourisme expérientiel, plus on aura de choses à faire vivre à nos clients, à nos visiteurs, plus ils vont vraiment vivre ça avec des sentiments, et on se rend bien compte que cette histoire de vivre et de vivre des sentiments plutôt positifs associe des bonnes choses, et on fait des associations d'idées qui permettent qu'on a une bonne image et de la marque et de notre accueil et du produit qu'on consomme. Lorsque on consomme un produit alimentaire dans pas de bonnes conditions, souvent on associe ça au fait que le produit est pas forcément bon ou ne respecte pas la promesse client, on va dire. Donc voilà, donc ça c'est assez important. Ça demande de fait d'adapter nos infrastructures, parce que souvent, alors
je travaille pour les caves coopératives, je l'ai dit tout à l'heure, elles ont quasiment plus de 100 ans. Ça demande donc d'avoir des bâtiments aux normes, qui puissent accueillir des gens dans de bonnes conditions de sécurité, que ça soit propre, visitable, etc. Donc ça demande forcément des investissements assez importants. Mais ça paraît essentiel, si on veut développer un tourisme professionnel, de pouvoir proposer du tourisme expérientiel. On a forcément du tourisme sensoriel, alors celui-là on le connaît mieux, nous en tant que professionnels du vin, puisque on fait souvent, quasi tout le temps, déguster les vins. Mais on peut associer avec de la gastronomie, on peut associer le vin avec énormément de choses pour pouvoir faire ce tourisme sensoriel qui lui aussi permet d'associer de bons sentiments et d'avoir un bon retour de la part de nos clients. Et après, forcément, il y a je le dirai pas en français maintenant, the reward, le fait de les féliciter, enfin comment je traduirais ça, je ne sais plus, avec des promotions, des cartes. On va faire en sorte que le client ait un intérêt particulier à venir chez nous, avec des cartes de fidélité, etc., pour pouvoir le fidéliser. On a particulièrement en Occitanie développé une offre autour de 5 thèmes. Donc des visites guidées, de vignobles, de caves, qui nous permettent de découvrir et de présenter ce que nous faisons. Forcément des treks, des randonnées pédestres sur le vignoble. On a même développé dans le département de l'Hérault une no-rando. On a déposé une marque qui permet d'associer randonnée pédestre et œnologie, qui nous permet aussi de montrer à notre public et à nos clients toute la richesse de nos territoires, puisque souvent nos territoires, c'est pas que de la vigne, c'est bien des pratiques, des paysages, etc. Des ateliers, je l'ai dit tout à l'heure, de dégustation, des expériences inhabituelles. Alors on a des gens qui font faire de l'escalade et de l'onotourisme, du saut à l'élastique, du saut en parachute, etc., qui va nous permettre d'attirer de nouveaux des clients qu'on n'aurait pas eu forcément, mais parce que l'association de ces deux choses fait qu'on capte une population qui ne serait pas venue forcément à nous. Et forcément les circuits de visite avec une offre packagée avec des professionnels du tourisme. Alors bon, pour développer tout ça, on a créé un site internet qui permet de recenser toute l'offre de nos coopératives. Notre organisation regroupe plus de 200 coopératives viticoles dans le sud de la France, donc sur les 13 départements, et 80 coopératives ont professionnalisé leur no-tourisme, et donc on en fait la promotion. Voilà, j'en ai fini de ma présentation. Est-ce qu'il y a des questions? Merci beaucoup. Any questions? Here. Merci pour votre présentation. Merci. Alors, c'est vrai que vous avez fait un travail remarquable, parce que il y avait beaucoup de choses à faire dans votre région, si belle région. Et ma question était la suivante. En fait, tout ça, ça a été impulsé à partir de quand? Parce que peut-être se baser sur des modèles d'autres pays, comme les États-Unis. Ouais. Réellement, on a commencé à travailler sur de l'onotourisme vraiment depuis 2010. Oui, donc c'est récent. Ça fait qu'une dizaine d'années réellement. Alors, historiquement, nos coopératives faisaient de la vente directe, avaient des caveaux,
accueillir des clients, qu'ils soient professionnels ou particuliers chez eux, mais dire qu'on développait de l'onotourisme en tant que tel, ça fait réellement que 10 ans que les coopératives en ont fait vraiment une stratégie de développement comme pourrait être l'export, oui. etc. Profiter de la fédération pour s'unir et recevoir, puisque c'était au cas par cas, en fait. Oui, tout à fait. Et ensuite, il y a eu un chiffre assez surprenant. Vous disiez que c'était principalement masculin comme visitorat. Et qu'est-ce que vous avez comme option pour justement diversifier et toucher peut-être plus un public féminin? Parce qu'en plus, vous avez des superbes rosés. Ouais. Alors, nous, au niveau de la fédération, pour féminiser notamment notre clientèle, on a créé depuis une trentaine d'années un concours uniquement dégusté par des femmes. Alors à l'époque, elles étaient journalistes et maintenant elles sont d'influence pour notamment promouvoir la qualité de nos produits envers la clientèle féminine. Après, techniquement, comment féminiser notre visitorat ou du moins notre clientèle? Par l'approche. Tout à l'heure, c'est vrai que j'ai donné essentiellement des exemples de sport extrême avec le no-tourisme, mais c'est aussi d'autres activités et notamment celui de l'assemblage, parce qu'on se rend bien compte que nos femmes œnologues, et elles sont de plus en plus nombreuses, ont des sensibilités que souvent les hommes n'ont pas. Et à la dégustation et sur les assemblages, les femmes ont des profils de vin souvent différents et beaucoup plus fins en termes de finesse. Et donc on arrive alors on ne veut pas genrer, parce que c'est toujours délicat de genrer notre clientèle et nos cibles. Mais oui, à travers des travaux d'assemblage, souvent on sépare hommes et femmes, et de couples ou de groupes ensemble, et on les sépare par femmes et hommes, et ça donne des vins totalement différents. Et donc voilà. Donc voilà, ce genre de choses. Ouais. Bah, écoutez, beaucoup de succès, parce que je pense qu'il y a des gens qui demandent à être connus. Parfait, merci. Any more questions? Bonjour. Est-ce que vous avez des caves coopératives qui font du vrac et de l'onotourisme? Parce que moi, j'associe plutôt l'onotourisme à ceux qui font de la bouteille. Alors, tout à fait. C'est pour cette raison qu'on a proposé justement cette conférence aujourd'hui, puisque je reste persuadé qu'il ne faut pas être essentiellement en bouteille pour pouvoir faire de l'onotourisme. Mais il est vrai que essentiellement, les gens qui ont développé depuis une dizaine d'années ont une offre en bouteille essentiellement. Or, nous pensons à la fédération qu'il faut pouvoir travailler cet onotourisme pour pouvoir accueillir, même si on ne fait que du vrac, parce que nos territoires sont les mêmes, les vignes, le travail qu'on a en cave, la façon de faire. Alors certaines caves commencent à s'y mettre, mais en effet, généralement, elles ont que des vins, enfin pas que des vins, mais elles ont une gamme en bouteille. Des gens qui sont 100% en vrac n'ont pas encore développé d'offres no touristiques. Je pense que c'est une erreur. Après, c'est un travail, c'est une adaptation. Il faut former nos salariés, former les vignerons, être capable de libérer du temps pour pouvoir créer cette activité-là. Mais ce n'est pas antinomique pour nous. Oui, pardon. Quel serait leur intérêt d'après vous? Parce que souvent, c'est pour développer les ventes directes. Oui. Et là, du coup, ce serait... Leur intérêt de défendre leur territoire et de faire du tourisme. Parce que quand on fait venir des gens, on vend aussi des nuits d'hôtel, du restaurant, des visites de musées, etc. On fait vivre notre territoire. Et donc, nous, tout notre intérêt, en tant qu'acteur, en tant que coopérative, en tant qu'acteur territorial, où je ne pourrais pas me déplacer. La cave coopérative, elle est là, elle restera là. Donc, nous, on reste persuadés que plus ils feront d'activités de randonnée, etc., de découverte du vignoble. Alors, peut-être, en effet, peut-être pas de dégustation avec de la vente directe, puisque souvent, ils ne pourront pas proposer des vins, mais du moins associer et montrer tout le travail que font les vignerons dans le paysage, etc. Et donc, ça nous paraît important. Parce que nos coopératives ont des histoires à raconter d'hommes et de femmes qui sont là depuis des dizaines d'années et qui façonnent, je me répète, mais qui façonnent le territoire. Et donc, on est des acteurs, je pense, du tourisme
comme les autres entreprises qui font du tourisme industriel, qui n'ont pas forcément de choses à vendre aux particuliers, mais qui ouvrent leurs portes pour pouvoir proposer, présenter tout ce qu'on est capable de faire. Je pense à Airbus, je pense à etc. Des gens qui le font. Alors je ne me mets pas au niveau de ces gens-là, mais on est sur cet esprit-là parce qu'on a quelque chose à présenter et à vendre. Et parce qu'on en est fier aussi. Je pense que ça les oriente aussi quand ils vont dans les supermarchés. Oui. Ben voilà, ils disent, ah, ben j'ai été, Totalement. donc ça les oriente, Totalement. du choix. Oui, totalement. C'est vrai. Et même si c'est un producteur de vrac, il sait qu'il aura des produits en linéaire. Oui. Tous les vins se boivent au verre, on est bien I d'accord. would have one question too. In your presentation, you mentioned that 61% of the Eno tourists are Was French. Yeah. Who are the other ones? Alors on a les 39%, on a essentiellement des Belges, des Allemands, des Anglais. Ces trois nationalités doivent faire plus de la moitié des 39%. Pas mal d'Américains. Alors c'est des stats avant Covid forcément que je vous donne. Pas mal d'Américains et des Chinois. Essentiellement qui viennent visiter Paris et les châteaux de la Loire et de fait aussi les coopératives de la Loire. Il y a souvent des voyages jumelés. Donc voilà. Et après on recense des gens de divers horizons, des Brésiliens. On a rédigé un guide national, je l'ai là d'ailleurs, qui recense ça, où on recense l'ensemble des publics qui nous visitent. Donc voilà, essentiellement des Européens et après des Américains. Yeah. Merci. Je vous en prie. Other questions? Just a second. Merci pour cette présentation. Je voudrais savoir si vos visites, c'est plutôt les visites individuelles ou est-ce que vous êtes ouvert pour accueillir les grands groupes, comme les groupes de 50, comme ça quoi. On fait les deux, en effet. Okay. On fait les deux. On est capable de... alors, on est beaucoup plus équipé pour faire du groupe, parce que ça permet de les programmer, etc. Alors que souvent, les visites individuelles se font pas au dernier moment, mais c'est beaucoup plus compliqué à organiser, puisque ça demande d'avoir du personnel pour encadrer, les accueillir, etc. Sauf dans certains cas où les visites sont autonomes et où c'est totalement sécurisé. Et là, on n'a pas besoin d'avoir du personnel particulier. Donc on travaille les deux. Même si dans la plupart du temps, on ouvre nos portes pour des groupes. C'est beaucoup plus facile pour nous, puisque souvent les caves ont des journées, c'est pas ouvert à 100%, puisque ce sont des zones où on travaille, où nos cavistes, etc. travaillent, et donc on bloque pas, donc on fait ça par tranche de demi-journée. Mais oui, il y a des coopératives qui maintenant ont réussi en fait à isoler le parcours de visite des zones de travail et où ça se fait en totale autonomie, où on peut acheter son ticket et pouvoir visiter la coopérative. Je pense notamment à la Bastide de Lévis dans le Tarn, qui fait ça avec un système de visite totalement autonome. Je vous en prie. Any more questions? If not so, I say thank you very, very much, Laurent. Thank you. And hope to see you on the fair afterwards to have some tasting. The next session we will have here is at 15:15 with Jean-Luc Favarel. Some of you might know him, Pierre Pélanque. He will give us a tasting afterwards. So 15:15 next session. Thank you very much. Merci beaucoup.